Le secret le plus sombre de l'Empire ottoman n'a pas commencé avec une épée, mais avec un tableur. À l'hiver 1515, des fonctionnaires arrivèrent dans un village bulgare avec des registres reliés en cuir, cataloguant les garçons chrétiens avec la précision froide d'un collecteur d'impôts. Le nom d'un enfant de 7 ans fut réduit à un numéro d'inventaire. En quelques jours, il fut arraché à sa mère hurlante et voué à un destin déterminé par des mathématiques brutales. Il fut l'un des milliers d'enfants soumis cette année-là à un système qui fonctionnait avec des taux de mortalité effarants, calculés et acceptés comme le prix à payer pour les affaires. C'était le système d'Evchermi, une machine bureaucratique de collecte d'enfants vieille de 600 ans, méticuleusement documentée dans les archives de l'Empire. Il ne s'agissait pas d'une cruauté aveugle. C'était une horreur industrielle sanctionnée par l'État. Mais comment un empire a-t-il pu transformer l'enlèvement d'enfants en une science qui a perduré jusqu'au XXe siècle? Qu'est-ce qui a poussé des parents désespérés à faire du mal à leurs propres enfants pour les soustraire aux mains des collectionneurs? Et qu'est-il arrivé aux centaines de milliers de femmes et de garçons vendus sur les marchés de Constantinople? Voici l'histoire occultée d'un système si vaste et si brutal qu'il remet en question tout ce que l'on croyait savoir du monde civilisé. Mais c'est ici que commence l'exploitation de l'Empire ottoman. Non pas dans des ruelles sombres ou des repères de criminels, mais dans des bureaux gouvernementaux aux registres reliés en cuir. Le système d'Evchermi n'était pas un réseau de trafic clandestin. C'était une politique officielle de l'État, avec ses quotas, ses horaires et ses normes de contrôle qualité à donner le tournis aux bureaucrates modernes. Imaginez. Il est 15h15 dans le petit village bulgare de Kopretzer. Les fonctionnaires ottomans arrivent, non pas comme des pillards ou des criminels, mais comme des fonctionnaires du gouvernement munis de documents officiels. Ils ont des registres reliés en cuir recensant chaque famille chrétienne, chaque fils, chaque candidat potentiel à la saisie. Voici ce que la plupart des gens ignorent, il ne s'agissait pas d'enlèvements aléatoires. Les Ottomans avaient fait de l'enlèvement d'enfants une science exigeant des critères précis. Il s'agissait de garçons âgés de 7 à 20 ans, de préférence en bonne santé, physiquement forts et originaires de régions spécifiques réputées pour produire des candidats de qualité. Le plus troublant, c'est qu'ils conservaient des reçus. Le document numéro 3,0847 des archives de Constantinople montre les quotas villageois pour la collecte de 1515. Koprastitzer devait 23 garçons. Le village voisin de Panagarishta en devait 31 et Pazarajik 47. Ces chiffres n'étaient pas arbitraires. Les statisticiens ottomans les calculaient en fonction de la densité de population, des recettes des collectes précédentes et des besoins actuels de l'Empire en soldats et en domestiques. Le cas de Marco Dimitrov révèle l'effroyable efficacité du système. Le nom de l'enfant de 7 ans figurait dans les registres des mois avant l'arrivée des autorités. Elle connaissait son âge, la profession de son père, forgeron, et avait même noté son état de santé et son apparence. Lorsque les autorités sont arrivées ce matin de décembre, elles n'ont pas eu besoin de fouiller. Elles se sont rendues directement à son domicile, registre en main, et ont coché son nom sur leur liste, comme un service de livraison confirmant la réception d'un colis. Mais il y a pire. Les autorités qui examinaient ces garçons les traitaient exactement comme du bétail au marché. Ils procédaient à des examens médicaux, recherchaient des défauts physiques et évaluaient les aptitudes à divers rôles. Un diplomate français, Jean-Baptiste Tavan, témoin d'une collecte en 1631, écrivit « Les fonctionnaires turcs traitaient les garçons comme nos marchands traitent les chevaux ». Des évaluations physiques approfondies étaient menées pour déterminer leur futur placement. Le soulèvement serbe de 1522, le FI, dont votre professeur d'histoire n'a probablement jamais parlé, a éclaté précisément parce que les collecteurs ottomans avaient augmenté les quotas de 40%. Les villages qui avaient auparavant perdu 20 garçons doivent maintenant en réclamer 28. Le point de rupture est survenu lorsque les autorités sont arrivées dans la ville d'Uji, exigeant 67 garçons, dont plusieurs n'avaient que 6 ans. La rébellion qui s'en est suivie a fait 3000 morts. Mais voici le plus pervers. La réponse ottomane ne consista pas à mettre fin à cette pratique, mais à améliorer leur enregistrement afin d'éviter de futurs litiges d'inventaire. Parlons chiffres, car l'ampleur de la situation vous épatera. Entre 1450 et 1650,
le système d'Evsherman atteint son apogée. Les historiens estiment que les Ottomans ont recueilli entre 200 000 et 500 000 garçons chrétiens. Cela représente une moyenne de 2500 garçons par an, chaque année, pendant 2 siècles. Imaginez si l'IRS conservait des dossiers détaillés sur vos enfants, non pas pour les déductions fiscales, mais pour les collectes programmées. Imaginez des fonctionnaires arrivant avec des feuilles de calcul indiquant lesquels de vos enfants ils emmèneraient, quand et dans quel but. La justification religieuse rend la chose encore plus insidieuse. Les érudits ottomans affirmaient qu'ils sauvaient ces garçons chrétiens en les convertissant à l'islam. Le juge islamique en chef du sultan Mourad II émit une fatwa en 1432 déclarant cette pratique non seulement légale, mais vertueuse. Ils amenaient les enfants infidèles à la lumière de la vraie foi. Peu importe que ce salut ait nécessité d'arracher des enfants à leur famille et de les soumettre à des programmes d'entraînement brutaux. Le système a évolué au fil du temps, devenant plus sophistiqué et terrifiant. Initialement axé sur la création de soldats d'élite, les fonctionnaires des années 1500 sélectionnaient spécifiquement les garçons pour d'autres fonctions. Les archives du palais mentionnent des catégories telles que les fonctionnaires du trésor, les pages du palais et divers rôles spécialisés nécessitant des programmes de formation spécifiques. La précision documentaire est ce qui rend ces informations si effrayantes. Il ne s'agissait pas de crimes passés sous silence, mais de programmes gouvernementaux assortis de rapports annuels. Le registre d'Evcher de 1561, en Bosnie, recense 1,7 garçons capturés, avec leur nom, âge, village et description physique. À côté de Daudet, 9 ans, originaire de Sievo, un fonctionnaire nota son état de santé et son aptitude potentielle au service du palais. Cette note bureaucratique scellait le destin d'un enfant aussi sûrement qu'une décision de justice. Les préférences régionales se développaient en fonction de qualités perçues. Les garçons albanais étaient préférés pour leur loyauté supposée, les bosniaques pour leur taille, les grecs pour leur intelligence, et divers autres stéréotypes ethniques que les autorités ottomanes codifièrent comme critères de sélection. Les fonctionnaires ottomans ont littéralement mis au point un système de classification pour la collecte des enfants, assorti de directives et d'évaluation de qualité qui auraient fait paraître les services des ressources humaines modernes désorganisés. Les parents étaient confrontés à un choix impossible. Certains ont tenté de corrompre les fonctionnaires. Le prix courant pour sauver un fils était de 50 pièces d'or, soit l'équivalent de 5 années de revenus pour une famille paysanne. D'autres mariaient leurs fils tôt, car les garçons mariés étaient censés en être exemptés. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. En 1540, les collectionneurs ottomans prenaient déjà des garçons mariés, parfois dès l'âge de 12 ans, laissant les jeunes mariés veuves avant même d'avoir atteint l'âge adulte. Les témoignages les plus déchirants proviennent des mères. Une chanson populaire serbe de l'époque dit « J'ai porté 9 fils, j'ai élevé 9 fils, les Turcs m'ont enlevé 9 fils. Maintenant, je n'enfante que des larmes, je ne nourris que du chagrin, mon ventre est un tombeau, mes seins sont empoisonnés. » Ces paroles n'étaient pas métaphoriques. Les femmes qui perdaient tous leurs fils à cause du Daesh sombraient souvent dans une profonde dépression, incapables de supporter l'idée du sort inconnu de leurs enfants. Si vous pensiez que les enlèvements systématiques d'enfants étaient horribles, attendez de découvrir ce qui est arrivé à ces garçons après que leurs noms ont été effacés de leurs registres familiaux et ajoutés à l'inventaire ottoman. Le véritable cauchemar n'était pas la collection. C'était la destruction totale de tout ce que ces enfants avaient jamais été. Le véritable cauchemar n'était pas l'enlèvement. Il s'agissait de l'effacement systématique de tout ce que ces enfants avaient jamais été. L'Empire ottoman ne se contentait pas de prendre des corps. Il perfectionnait l'art de détruire les identités tout en préservant la vie des personnes pour un service futur. Le processus commençait dès que les garçons étaient embarqués dans des wagons de transport. Voici ce que la plupart des gens ignorent, la destruction de l'identité a commencé immédiatement, et non progressivement. Il était interdit aux garçons de se parler dans leur langue maternelle. Des gardes turcophones imposaient des règles linguistiques strictes. Imaginez, à 7 ans, terrifié, on vous interdisait même de parler dans la seule langue que vous connaissiez. Prenons le cas d'Ahmed, anciennement Alexandro, un garçon grec de 10 ans recueilli en 1543.
Les dossiers de formation ottomane de l'école Andron documentent ces progrès avec une précision effrayante. Semaine 1, répond toujours à son nom de naissance. Correction appliquée. Semaine 4, ne répond plus à son nom d'origine. Semaine 12, a appris les prières turques de base. Au 6e mois, cet enfant était complètement reprogrammé. Le plus troublant, c'est que les Ottomans considéraient cela comme une réussite. L'incident de 1547 au centre d'entraînement de Galata révèle à quel point le système a anéanti toute trace d'identité. Les gardes ont découvert 50 garçons communiquant en serbe pendant les pauses. La punition n'était pas seulement physique, elle était psychologique. Chaque garçon était contraint de renier sa patrie et son identité passée. 3 garçons qui refusèrent furent soumis à un isolement prolongé. À leur sortie, des témoins rapportèrent qu'ils éprouvaient des difficultés à communiquer, quelle que soit la langue. Mais attention, la situation est pire. Le manuel de formation ottoman, Kanona Mehitab Istanbul, contient des instructions spécifiques pour la transformation identitaire. Le chapitre 3, intitulé « Créer de nouveaux hommes », recommande de faire comprendre à l'enfant que sa vie antérieure était incomplète. Tous les souvenirs de famille et de patrie doivent être remplacés par la loyauté envers le sultan. Lorsque l'enfant embrasse pleinement sa nouvelle identité, la transformation est réussie. La transformation physique s'accompagne d'une reconstruction mentale. L'apparence des garçons est standardisée, coupe de cheveux spécifique, uniformes identiques, comportements réglementés. Tous portaient les mêmes vêtements de laine rugueuse, prenaient les mêmes repas aux mêmes heures et dormaient dans les mêmes positions. Le message était clair, vous n'êtes pas un individu. Vous faites partie de la propriété du sultan. L'Empire ottoman a été le pionnier de ce que les psychologues modernes appellent une réforme identitaire systématique. Les garçons étaient soumis à un endoctrinement intense, non pas par une cruauté aveugle, mais par des programmes calculés visant à remplacer leur identité originelle par une loyauté totale au système ottoman. Un survivant, connu plus tard sous le nom de Hassan Pacha, écrivit dans ses mémoires « J'ai appris à oublier l'enfant que j'avais été, car ses souvenirs n'apportaient que confusion et douleur. » La transformation linguistique fut particulièrement intense. Les garçons surpris à parler leur langue maternelle s'exposaient à des punitions de plus en plus sévères. Le plus pervers, c'est qu'ils furent ensuite contraints d'apprendre le turc ottoman en mémorisant des phrases qui renforçaient leur nouvelle identité. Imaginez un enfant obligé de répéter des serments de loyauté des centaines de fois par jour dans une langue étrangère jusqu'à ce que ces mots deviennent les seuls qu'ils connaissent. Les archives scolaires d'Andrin de 1562 à 1598 témoignent de l'efficacité de cette transformation psychologique. Sur les 3847 garçons pris en charge par le centre, la grande majorité s'est complètement adaptée à sa nouvelle identité en un an. Ceux qui n'ont pas réussi à s'adapter au système ont été confrontés à des mesures de plus en plus sévères ou ont été réorientés vers d'autres rôles. La régulation du sommeil a amplifié la transformation identitaire. Les garçons étaient réveillés à des heures précises pour les prières et l'entraînement, créant un rythme qui perturbait le développement normal de l'enfant. Après des semaines de ce régime, les esprits épuisés ne parvenaient plus à s'accrocher aux souvenirs qui s'estompaient. Le témoignage de l'ambassadeur italien Lorenzo Bernardo, datant de 1578, décrit la visite du centre d'entraînement. Les garçons se déplaçaient avec une précision mécanique, toute individualité effacée par une routine implacable. Voici un détail qui révèle la sophistication du système. Les Ottomans ont créé des programmes structurés pour remplacer les liens familiaux par la loyauté institutionnelle. Les garçons étaient assignés à de petits groupes qui devenaient leur nouvelle famille. Les recrues plus âgés servant de frères et les superviseurs de pairs, ces relations artificielles étaient renforcées par des systèmes de récompense et de punition qui rendaient les garçons dépendants de leur nouvelle star sociale. Structure. L'environnement physique a renforcé la transformation psychologique. Les installations d'entraînement étaient conçues pour être totalement étrangères à tout ce qui leur était familier. Pas d'église, pas de symboles chrétiens, pas de nourriture locale, pas de paysage familier visible depuis les fenêtres. Les garçons étaient régulièrement déplacés d'une installation à l'autre afin d'éviter tout attachement géographique. L'architecture elle-même était déroutante.
de vastes espaces communs, d'interminables couloirs identiques, aucun espace privé où un garçon aurait pu conserver un quelconque sentiment d'identité individuelle. Mais l'aspect le plus efficace était le système de mérite. Les garçons qui s'adaptaient le plus rapidement, qui embrassaient pleinement leur identité ottomane, bénéficiaient de privilèges, du FDS, d'une meilleure nourriture, de vêtements plus chauds, et finalement de positions d'autorité. Cela créait une dynamique de compétition qui incitait les enfants à abandonner leur passé. Le premier garçon qui maîtrisait le turc recevait du pain supplémentaire. Celui qui excellait en études islamiques recevait une couverture en laine. Imaginez la pression psychologique d'un tel besoin de chaleur qu'on se forçait à exceller dans l'oubli de son passé. Les formateurs ottomans avaient une compréhension terrifiante de la psychologie humaine. L'identité pouvait être complètement remodelée par une intervention systématique. Ils ont créé un système si efficace que de nombreux diplômés de Dave Sherman ont ensuite participé avec enthousiasme à la formation de la génération suivante de jeunes chrétiens. Ces hommes avaient été si profondément transformés qu'ils ont appliqué le même système à d'autres sans hésitation. À la fin de leur formation initiale, les garçons étaient psychologiquement transformés. Un observateur français écrivait en 6005, « Parler à un janiseur né chrétien, c'est dialoguer avec un homme sans passé. Le garçon qui existait auparavant n'existe plus. À sa place se trouve une création ottomane, d'une loyauté absolue, car il n'a aucune autre identité à laquelle se référer. » Cette transformation identitaire n'était qu'une préparation à la suite. Mais effacer leur identité n'était qu'une préparation à la véritable horreur, aux divers destins qui attendaient ces garçons dans le système ottoman. L'Empire ottoman ne se contentait pas de voler des enfants. Ils exploitaient un vaste système d'exploitation où les êtres humains étaient traités comme des ressources à transformer et à utiliser. Les taux de mortalité à différents stades de ce système révèlent sa véritable brutalité. Les chiffres de cette horreur sont stupéfiants. Les archives de 1598 des centres de formation de l'Empire témoignent de l'ampleur industrielle des pertes. Cette année-là seulement, 10 000 garçons ont été admis dans divers programmes. Les résultats documentés révèlent un système qui considérait le gaspillage humain comme une dépense professionnelle acceptable. Les taux de mortalité étaient littéralement intégrés à leur quota de recrutement. Les interventions médicales subies par de nombreux garçons affichaient des taux de mortalité catastrophiques. Les documents ottomans font simplement référence à diverses adaptations et préparations que les garçons subissaient pour différents rôles. Ceux qui survivaient étaient souvent confrontés à des complications de santé à vie. L'Empire avait médicalisé l'exploitation des enfants au point d'en faire une science. Prenons le récit d'Ibrahim, l'un des rares témoignages directs dont nous disposons. Soumis à un entraînement rigoureux à l'âge de 8 ans en 1574, il survécut pour devenir serviteur du palais et écrivit plus tard, « Les épreuves physiques n'étaient pas le pire. Le pire, c'était la perte totale de ce que nous étions. Nous, les survivants, étions transformés à jamais, incapables de retrouver nos familles, même libérées, car nous ne savions plus comment être les fils qu'elles avaient perdus. Mais attendez, la situation est encore plus complexe. L'Empire ottoman proposait des formations différentes pour des objectifs différents, et le processus de sélection révèle une cruauté calculée. Les garçons étaient triés selon leurs attributs physiques, leur intelligence et leurs aptitudes perçues. Certains étaient formés pour le service militaire, d'autres pour des rôles administratifs, et beaucoup pour le service personnel dans les foyers ottomans. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce tri n'était pas aléatoire. C'était un système calculé, fondé sur des siècles d'expérience. Les garçons de certaines régions étaient sélectionnés en priorité pour des rôles spécifiques. L'Empire créa littéralement un service des ressources humaines pour les enfants exploités, avec des critères d'évaluation et des protocoles de placement. Les centres de formation étaient en réalité des usines destinées à produire différents types de domestiques. Les garçons subissaient des années d'endoctrinement, de formation professionnelle et de préparation au rôle qui leur était assigné. Le programme conservé dans les documents administratifs ottomans témoigne d'approches systématiques pour former des soldats, des administrateurs et des domestiques. Ils avaient littéralement créé un système éducatif fondé sur l'exploitation.
Les calculs économiques qui sous-tendaient ce système révèlent la véritable dépravation de l'Empire ottoman. Les archives du palais présentent des analyses coûts-bénéfices détaillées de différents programmes de formation. Les dépenses liées à l'alimentation, au logement et à la formation des garçons ont été évaluées par rapport à leur valeur future attendue. Certains programmes présentant des taux de mortalité plus élevés ont été maintenus, car les survivants étaient considérés comme plus précieux. Il ne s'agissait pas seulement de cruauté. Il s'agissait d'un modèle économique fondé sur l'exploitation des enfants. Le plus inquiétant, c'est qu'ils n'ont cessé d'améliorer le système, non pas pour réduire les souffrances, mais pour plus d'efficacité. Les textes administratifs ottomans de l'époque décrivent diverses innovations dans les méthodes de formation, les conditions de vie et les critères de sélection. Un fonctionnaire ottoman a écrit en 1465 un traité intitulé « L'utilisation optimale de la jeunesse », qui ressemble à un manuel de gestion sur l'exploitation. Des schémas saisonniers se sont imposés dans ce système industriel. La plupart des collectes avaient lieu au printemps, lorsque les déplacements étaient plus faciles. Les programmes de formation étaient organisés en fonction des cycles agricoles et des campagnes militaires. L'Empire a développé une efficacité redoutable, traitant des milliers de garçons chaque année dans diverses installations. Imaginez une entreprise moderne planifiant l'exploitation des enfants comme un plan d'affaires trimestriel. Le processus de sélection par âge était calculé de manière identique. Différents âges étaient privilégiés pour différents rôles. Les jeunes garçons étaient considérés comme plus adaptables à certains postes, tandis que les plus âgés pouvaient être rapidement orientés vers le service militaire. L'âge optimal pour divers objectifs était déterminé au fil de siècles d'essais et d'erreurs. L'Empire ottoman avait littéralement optimisé l'exploitation des enfants grâce à l'analyse des données. La survie ne signifiait pas la fin de l'horreur. Les garçons qui terminaient leur formation étaient confrontés à un avenir incertain au service de l'Empire ottoman. Nombre d'entre eux moururent jeunes des suites des épreuves qu'ils avaient endurées. D'autres ont vécu toute leur vie en servitude, sans jamais pouvoir rentrer chez eux ni fonder leur propre famille. Les archives ottomanes décrivent d'anciens élèves de Dev Sherman morts des décennies plus tard, toujours en service, sans jamais avoir connu la liberté. Voici un détail qui révèle l'ampleur du système. Les installations d'entraînement nécessitaient des infrastructures colossales. Dortoirs, salles de classe, terrains d'entraînement, installations médicales, tous dédiés à la transformation des enfants en domestiques. La construction et l'entretien de ces installations employaient des milliers de personnes. Toute une économie s'est développée autour de l'exploitation des enfants chrétiens. La répartition géographique des centres d'entraînement témoigne d'une planification stratégique. Les principaux centres de Constantinople, d'Anatolie et des Balkans permettaient un traitement efficace des garçons de différentes régions. Des réseaux de transport reliaient les points de collecte aux centres de formation et aux destinations finales. La logistique requise révèle l'engagement de l'Empire ottoman à faire de l'exploitation des enfants une fonction essentielle de l'État. L'enregistrement était méticuleux. Les archives ottomanes contenaient des milliers de documents permettant de suivre les garçons à travers le système. Dossiers de pléxion, évaluation de formation, décision de placement, certificat de décès. Chaque garçon devenait une série d'entrées bureaucratiques, son humanité réduite à des données administratives. Ces archives témoignent aujourd'hui de l'un des réseaux d'exploitation les plus systématiques de l'histoire. Des variations régionales du système s'adaptaient aux conditions locales. Dans certaines régions, la collecte était annuelle. Dans d'autres, elle avait lieu tous les 2 ou 3 ans. Certaines régions étaient soumises à des quotas plus élevés en raison de la densité de population ou de la qualité perçue des recrues. L'Empire ottoman a littéralement optimisé l'exploitation des enfants en fonction de la démographie régionale. L'impact psychologique s'est étendu au-delà des garçons eux-mêmes. Des communautés entières vivaient dans la peur du jour de la collecte. Les familles avec de jeunes fils étaient constamment angoissées. Le tissu social des communautés chrétiennes était déchiré par la perte régulière de leurs enfants. Des traumatismes générationnels ont affecté des régions pendant des siècles. Mais voici l'aspect le plus effrayant. Ce système était tellement normalisé que les responsables ottomans discutaient des quotas de collecte et des résultats de la formation comme les bureaucrates modernes discutent des recettes fiscales.
Un rapport de 1634 adressé au sultan indique, la collecte de cette année a donné des résultats satisfaisants, avec des taux de placement supérieurs à la moyenne dans les unités militaires. Nous recommandons de maintenir les quotas actuels pour une performance optimale du système. Ceux qui survécurent au système de formation connurent des destins divers, mais beaucoup finirent dans une autre institution ottomane horrible, Isel, l'industrie du divertissement qui transformait l'exploitation en spectacle public. Les garçons qui survécurent à la formation ne furent pas libérés. Ils furent souvent transformés en artistes dans la culture du spectacle dérangeante de l'Empire ottoman. La tradition kchèque a transformé l'exploitation des enfants en un divertissement public qui choquerait le public moderne. Imaginez cette scène de Constantinople dans les années 1650. Dans une maison de spectacle huppée près du Grand Bazar, les élites ottomanes se réunissent pour une soirée de spectacle culturel. L'attraction principale était constituée de jeunes artistes, débutant généralement leur carrière entre 12 et 16 ans, exécutant des danses élaborées sous les assauts du public, qui les couvrait de pièces et rivalisaient pour attirer leur attention. Ce spectacle n'était pas caché dans le milieu criminel. Il s'agissait d'un divertissement grand public, aussi banal qu'aller au théâtre. Les artistes tchèques étaient exclusivement de jeunes hommes vêtus de costumes sophistiqués. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que nombre d'entre eux étaient sélectionnés spécifiquement pour leur grâce et leur apparence. L'Empire ottoman avait créé un réseau de distribution entre la collecte des enfants et l'industrie du divertissement, avec la même efficacité bureaucratique qu'il appliquait à la collecte des impôts. La formation des artistes kochèques était aussi systématique qu'intensive. Les garçons passaient des années à apprendre non seulement des pas de danse, mais aussi la musique, la poésie et des techniques de divertissement. Les manuels de formation ottomans décrivent en détail la manière dont les artistes doivent se déplacer, s'habiller et interagir avec le public. Les corporations de spectacle imposent des normes strictes à leurs artistes. L'émeute de 1650 à Sultan Army révèle la popularité de ce divertissement. L'incident a commencé lorsque deux dignitaires ottomans se sont disputés l'attention d'un danseur de ballet particulièrement talentueux, Ya. La compétition a dégénéré en affrontement physique. Leurs entourages respectifs se joignirent à eux et, au matin, 12 personnes étaient mortes et un pâté de maison avait été incendié. Le plus tordu dans tout ça? La réponse des autorités ottomanes ne fut pas d'interdire ces spectacles, mais de réglementer les règles de la compétition afin d'éviter de futures perturbations. Les diplomates européens documentèrent ces spectacles avec fascination et inquiétude. L'ambassadeur de France Marca Noël écrivait en 1674, « Les Turcs se rassemblent en grand nombre pour regarder les jeunes hommes exécuter des danses élaborées. Le public témoigne sa reconnaissance en échange de pièces d'or et de cadeaux. Les artistes les plus talentueux atteignent le statut de célébrité et peuvent exiger des cachets impressionnants pour des représentations privées. Le système de guildes qui gérait les artistes tchèques fonctionnait selon la même structure que les organisations professionnelles légitimes. La Guilde du divertissement d'Istanbul, fondée en 1577, disposait de règlements, de programmes d'apprentissage et même de plans de retraite pour les artistes quittant la profession à l'âge adulte. Il s'agissait d'une organisation professionnelle pour jeunes artistes, avec ses normes et sa hiérarchie. Mais il y a pire encore. Les représentations du KEK étaient stratifiées selon les origines et les talents des artistes. Les anciens élèves de Dave Sherman qui démontraient des talents artistiques pouvaient se retrouver dans cette profession. Différents lieux s'adressaient à différentes classes sociales. Des spectacles privés d'élite aux spectacles de rue, les artistes les plus talentueux pouvaient atteindre une renommée et une fortune considérables. Les mémoires de Mehmed, ancien artiste tchèque ayant exercé de 1702 à 1710, offrent un aperçu précieux de ce monde. Il décrit sa sélection à l'âge de 11 ans pour une formation de spectacle, ses années passées à perfectionner son art, puis ses performances devant des publics à travers l'Empire. Son récit met l'accent sur les exigences artistiques de la profession et sur la culture de la célébrité qui entourait les meilleurs artistes. L'économie du divertissement tchèque révèle son importance centrale dans la culture ottomane. Les meilleurs artistes pouvaient gagner 50 dinars or par représentation, soit plus que ce que la plupart des artisans gagnaient en un an. Bien sûr, les jeunes artistes contrôlaient rarement leurs propres revenus.
leurs entraîneurs et managers s'accaparaient la majeure partie des bénéfices, créant un système d'exploitation qui enrichissait les adultes au détriment des jeunes artistes. Les représentations publiques suivaient des protocoles élaborés. Les artistes exécutaient des chorégraphies complexes, souvent accompagnées de musique live. Ils faisaient preuve d'années d'entraînement dans chaque mouvement, maintenant ainsi les standards artistiques exigés par leur guilde. Le public, des marchands aux officiers, témoignait sa reconnaissance en offrant des cadeaux monétaires sur la scène. Le système de mécénat qui s'était développé autour des artistes était particulièrement remarquable. Les riches ottomans parrainaient de jeunes artistes prometteurs, finançant leur formation et leurs dépenses en échange de prestations exclusives. Ces parrainages pouvaient durer des années et lançaient souvent des carrières. Les artistes les plus talentueux pouvaient éventuellement fonder leur propre troupe de spectacle. Les exigences psychologiques imposées aux artistes étaient considérables. Nombre d'entre eux devaient composer avec la pression des représentations publiques, la perte de leur intimité et l'intense concurrence au sein de la profession. La réponse ottomane fut de créer des systèmes de soutien au sein des guildes, comprenant des logements pour les artistes et des régimes de retraite pour ceux qui avaient quitté la profession à l'âge adulte. L'impact culturel s'étendit au-delà des lieux de spectacle. La poésie et la littérature ottomane de cette période regorgent de références aux artistes coachs, célébrant généralement leurs talents artistiques. D'éminents poètes écrivaient des odes à des artistes talentueux, comparant leurs mouvements à ceux de l'eau qui coule ou des oiseaux qui planent. Cette production culturelle a normalisé le système du divertissement. Voici peut-être la statistique la plus frappante, à l'apogée de la tradition coche, à la fin du XVIIe siècle, Istanbul comptait à elle seule environ 3000 artistes actifs. Cela représente 3000 jeunes hommes travaillant dans l'industrie du divertissement dans une seule ville, et des milliers d'autres à travers l'Empire. L'infrastructure requise, école de formation, salle de spectacle, organisation de guildes, montre qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène marginal, mais d'une institution culturelle majeure. Le système tchèque a finalement été restreint dans les années 1850, non pas pour des raisons de protection de l'enfance, mais parce que les critiques européennes menaçaient les relations diplomatiques. Même à cette époque, le système ne fut pas aboli immédiatement, mais simplement réglementé et progressivement supprimé. La dernière guilde officielle tchèque ne ferma ses portes qu'en 1871, et les spectacles privés se poursuivirent jusqu'au XXe siècle. Tandis que les garçons étaient exploités dans l'industrie du spectacle, l'Empire avait mis en place un système encore plus vaste d'asservissement des femmes, dans ce qui allait devenir la plus vaste opération de servitude forcée de l'histoire. Si vous pensiez que le traitement réservé aux garçons était horrible, sachez que la traite des femmes dans l'Empire ottoman a pris une ampleur telle que Constantinople est devenu le plus grand centre de trafic d'êtres humains de l'histoire. À tout moment, la ville comptait environ 300 000 femmes asservies, et des milliers d'autres affluent chaque mois sur les marchés. Les 1576 registres du marché du complexe commercial sulman dressent le portrait d'un trafic d'êtres humains à l'échelle industrielle. Les ventes quotidiennes s'élevaient en moyenne à 2 cents à 300 femmes, et certains jours de marché, jusqu'à 1000 femmes étaient vendues. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il ne s'agissait pas d'opérations criminelles clandestines. Il s'agissait de marchés officiels, sanctionnés par l'État, avec des collecteurs d'impôts, des prix standardisés et des certifications de qualité. Les listes de prix constituent peut-être la preuve la plus accablante de l'esclavage systématique pratiqué par l'Empire ottoman. Les documents du marché distinguent les différentes catégories de femmes asservies selon leur rôle et leurs attributs. Les prix variaient considérablement selon l'âge, l'origine et les qualités perçues. Ils suivaient un véritable algorithme de tarification pour les êtres humains. Les centres d'entraînement révèlent l'approche industrielle de l'esclavage. Il ne s'agissait pas d'établissements choisis au hasard. C'étaient des centres d'éducation où les femmes esclaves apprenaient les coutumes ottomanes turques, la musique, la danse et la gestion du foyer. Le rapport d'inspection de 1623 du complexe a ce qui décrit des dortoirs pour 500 femmes, des salles de classe pour l'apprentissage des langues et des zones de formation spécialisées pour divers métiers. Prenons le cas célèbre de Roxilane, qui quitta l'esclavage pour devenir l'épouse du sultan Suléon. L'histoire présente cette histoire comme une histoire d'amour. Mais soyons clairs, il s'agissait d'une adolescente capturée dans son village ukrainien,
vendu au marché aux esclaves de Constantinople et choisi pour le palais. Qu'elle ait accédé au pouvoir par la suite n'efface pas le fait qu'elle a commencé comme victime de la traite, obligée de naviguer dans un système infernal pour survivre. Les régions d'origine des femmes asservies étaient soigneusement classées selon les préférences ottomanes. Chaque région était réputée pour fournir des femmes aux caractéristiques différentes, et les commerçants de l'Empire développèrent de vastes réseaux pour assurer l'approvisionnement. L'Empire ottoman avait créé un vaste réseau de trafic qui s'étendait sur 3 continents. Voici un détail troublant que votre professeur d'histoire n'a certainement pas mentionné, le processus d'inspection sur les marchés aux esclaves. Les femmes étaient soumises à des examens physiques approfondis par les acheteurs potentiels, leur santé et leur apparence étant des facteurs déterminants pour le prix. Un récit de marchand français de 1651 décrit les conditions déshumanisantes de ces marchés, où les êtres humains étaient traités comme du bétail. L'ampleur des marchés aux esclaves de Constantinople éclipse tout autre exemple historique. La ville comptait plusieurs grands marchés aux esclaves et des dizaines de plus petits. Le plus grand pouvait accueillir des milliers de personnes chaque mois. Pour mettre les choses en perspective, imaginez une ville où des centaines de milliers de personnes vivaient dans la servitude, avec des marchés fonctionnant aussi normalement que des centres commerciaux modernes. Les centres de formation fonctionnaient avec une efficacité systématique. Les jeunes femmes apprenaient les langues, les arts et les compétences qui augmenteraient leur valeur. Le programme scolaire conservé dans les documents administratifs ottomans comprend des cours de turc, de persan, d'arabe, de musique et de gestion domestique. Ils avaient littéralement créé des écoles au sein du système esclavagiste. Les réseaux de transport alimentant les marchés de Constantinople étaient vastes et sophistiqués. Les caravanes d'esclaves provenant de diverses régions pouvaient compter des centaines de personnes à la fois. Des navires transportaient des captifs des 4 coins de la mer Noire. Des marchands nord-africains approvisionnaient des femmes des régions méditerranéennes. La logistique nécessaire au transport de centaines de milliers de personnes à travers les continents révèle l'engagement de l'Empire ottoman envers l'esclavage, considéré comme un secteur économique essentiel. Mais voici le plus troublant, le cadre juridique qui a permis cette horreur. Le droit ottoman considérait les esclaves comme des biens, assortis de droits et d'obligations spécifiques. Le système juridique réglementait tout, des contrats de vente à l'héritage des esclaves. Les enfants nés de mères esclaves héritaient généralement du statut de leur mère. La loi a créé un cadre global pour la propriété humaine. L'impact psychologique s'est étendu au-delà de l'esclavage physique. Les femmes étaient renommées après leur réduction en esclavage, interdites de maintenir des liens avec leurs vies antérieures et punies pour tout attachement à leurs origines. Nombre d'entre elles se sont converties à l'islam, créant ainsi des obstacles supplémentaires au retour à la maison. Ce système visait à effacer les identités antérieures et à créer une dépendance. L'impact économique de l'esclavage sur l'Empire ottoman fut considérable. Selon des estimations prudentes, la traite négrière générait une part importante de l'activité économique d'Istanbul. Des milliers de personnes, commerçants, formateurs, gardes et transporteurs, vivaient de cette industrie. Lorsque les diplomates européens suggérèrent l'abolition de l'esclavage, les responsables ottomans affirmèrent que cela entraînerait un effondrement économique. Les archives du palais révèlent que la maison du sultan comptait à elle seule des milliers de femmes esclaves à son apogée. Celles-ci n'étaient pas des participantes consentantes à un quelconque fantasme oriental exotique. Il s'agissait de captives retenues contre leur gré, soumises à une hiérarchie rigide où l'avancement impliquait de gagner les faveurs de leurs captives. Le système esclavagiste du palais devint un modèle reproduit dans toutes les familles ottomanes de l'élite. Les archives du marché ont également révélé des tendances démographiques inquiétantes. Les jeunes femmes atteignaient les prix les plus élevés, leur valeur diminuant avec l'âge. Les femmes avec enfants étaient souvent vendues ensemble, mais les familles étaient fréquemment séparées selon les préférences des acheteurs. Le sort de ces familles témoigne d'une autre facette de la cruauté ottomane. Les conditions sanitaires sur les marchés aux esclaves étaient souvent catastrophiques. L'entassement de milliers de personnes dans des espaces confinés provoquait des épidémies. Les grandes épidémies qui dévastèrent Constantinople débutèrent souvent sur les marchés aux esclaves surpeuplés. Mais plutôt que d'améliorer les conditions,
les autorités ottomanes se contentèrent d'augmenter les importations pour compenser les pertes. Voici une statistique qui révèle la véritable ampleur du phénomène. Entre 1500 et 1800, les historiens estiment que des millions de femmes ont transité par les marchés aux esclaves ottomans. L'infrastructure nécessaire, des bateaux négriers aux maisons de vente aux enchères en passant par les centres de formation, montre qu'il ne s'agissait pas d'une activité secondaire, mais d'un pilier central de la société ottomane. Les mystères démographiques des archives ottomanes racontent leur propre histoire troublante sur le sort des preuves de cette exploitation systématique. La preuve la plus accablante de l'exploitation ottomane ne réside pas dans ce que révèlent les archives, mais dans ce qu'elles ne montrent pas. L'impossibilité démographique révélée par les données des recensements ottomans raconte une histoire d'érasie systématique que les historiens commencent seulement à comprendre. Considérez ce mystère statistique. Le recensement ottoman de 1612 indique que la population de Constantinople comptait 300 000 femmes esclaves et environ 200 000 hommes ottomans en âge de procréer. Des calculs mathématiques simples suggèrent que cela aurait dû produire une population mixte significative au fil du temps. Pourtant, les registres démographiques ottomans ne font état d'aucune population d'origine mixte. Cette absence soulève des questions troublantes que les archives ottomanes occultent délibérément. Les témoignages historiques recueillis par des diplomates européens fournissent des indices troublants. Maria, une sage-femme grecque qui exerça à Constantinople de 1598 à 1621, témoigna sous serment devant les autorités vénitiennes au sujet de pratiques dans les foyers ottomans qui expliqueraient ces anomalies démographiques. Ces récits suggèrent des efforts systématiques pour empêcher ou éliminer les preuves de relations entre hommes ottomans et femmes esclaves. Des preuves archéologiques corroborent ces témoignages. Des fouilles menées près d'anciens complexes esclavagistes ont mis au jour des sites funéraires qui racontent leurs propres histoires sinistres. Les fouilles de 2003 sur l'ancien complexe Uski Sultan ont révélé des zones de cimetières au profil démographique inhabituel. Bien plus de jeunes femmes et de nourrissons que ce que l'on pourrait attendre d'après les taux de mortalité naturelle. Mais attention, il y a pire. La nature systématique de la manipulation démographique révèle l'implication des institutions ottomanes. Les archives du palais de 1634 incluent des postes budgétaires pour les services de gestion domestique et les mesures de contrôle démographique. Ils ont littéralement budgétisé la dissimulation des preuves d'exploitation comme un stratagème subtil, une dépense administrative courante. Le cadre juridique ottoman a permis ces pratiques par des ambiguïtés délibérées. Si le droit islamique offrait théoriquement certaines protections, les interprétations ottomanes ont créé des failles dans le maintien de l'ordre social et de l'intégrité familiale. Un avis juridique de 1582 déclarait que le maintien de lignées claires était essentiel à la stabilité sociale, offrant ainsi une couverture juridique à des pratiques perturbatrices. Les témoignages de femmes esclaves survivantes sont bouleversants. Sultana, une femme circassienne réduite en esclavage en 1642, témoigna plus tard du sort des femmes enceintes dans les foyers ottomans. Ces récits décrivent des efforts systématiques pour empêcher l'enregistrement de certaines naissances, suggérant une explication obscure au mystère démographique des registres officiels. Les textes médicaux ottomans de l'époque, rédigés dans un langage indirect, font référence à la gestion de la santé au sein du foyer et à la prévention des complications. Décryptés par les historiens modernes, ces passages euphémistes révèlent des approches systématiques du contrôle démographique qui expliqueraient l'absence de population mixte dans les registres officiels. La hiérarchie culturelle de la société ottomane créait des pressions supplémentaires. Les personnes d'origine mixte étaient confrontées à de graves handicaps sociaux, n'étant acceptées ni par les élites ottomanes ni par les populations asservies. Cette réalité sociale incitait à dissimuler ou à éliminer les preuves de cet héritage, contribuant ainsi à leur absence des archives officielles. L'aspect le plus perturbant est peut-être l'impact psychologique sur les femmes qui vivaient sous la menace constante de l'éradication démographique. Nombre d'entre elles ont tenté d'éviter une grossesse par divers moyens plutôt que de faire face à des issues incertaines. D'autres ont subi de graves traumatismes psychologiques suite à des pertes qui n'ont jamais pu être officiellement reconnues. Les archives médicales ottomanes font état de taux élevés d'hystérie féminine parmi les populations asservies, probablement liés à un traumatisme dû à une exploitation systématique. Les motivations économiques du contrôle démographique étaient évidentes.
les individus d'origines diverses complexifiaient le système esclavagiste, soulevant des questions de statut juridique et d'héritage. Leur existence menaçait les frontières claires entre populations asservies et populations libres, sur lesquelles reposait l'économie ottomane. L'Empire considérait la clarté démographique comme essentielle au maintien de son système d'exploitation. L'ampleur de cette évolution apparaît clairement lorsqu'on examine les statistiques démographiques au fil du temps. Malgré le passage de millions de femmes asservies à travers les territoires ottomans pendant 4 siècles, les études génétiques des populations turques modernes révèlent étonnamment peu d'héritage africain ou slave. Cette absence génétique corrobore les récits historiques de manipulation démographique systématique. Des observateurs internationaux ont documenté ces pratiques, mais se sont montrés impuissants à intervenir. Le rapport de l'ambassadeur d'Autriche de 1663 indique « Les Turcs maintiennent une stricte séparation entre leur propre lignée et celle de leurs esclaves par des méthodes que la conscience chrétienne ne peut envisager. » L'absence de population mixte dans une société comptant autant de femmes asservies défie toute explication naturelle. La réponse ottomane aux critiques internationales fut le déni et l'obscurcissement. Lorsque les diplomates européens exprimèrent leurs inquiétudes, les responsables ottomans produisirent des documents soigneusement édités montrant des tendances démographiques normales. Ils prétendaient que les taux élevés de mortalité infantile expliquaient les anomalies, mais la nature sélective de ces taux soulevait plus de questions que de réponses. La complicité des autorités religieuses s'étendait jusqu'à fournir des justifications théologiques au contrôle démographique. Certaines opinions religieuses cautionnaient des pratiques visant à préserver la pureté des lignées, offrant ainsi une couverture spirituelle à une exploitation systématique. L'establishment religieux, qui aurait dû protéger les plus vulnérables, a au contraire favorisé leur hérésie. Cette manipulation démographique systématique représente peut-être le chapitre le plus sombre de l'esclavage ottoman. L'Empire, qui documentait méticuleusement chaque détail administratif, a en quelque sorte perdu la trace de populations entières. Les seules archives qui subsistent se trouvent dans le silence. Le vide démographique qui aurait dû exister pour des populations mixtes. Face à ce système, les parents ont fait un choix impossible. Ils nuisent à leurs propres enfants ou les perdent aux mains des collectionneurs ottomans qui les soumettraient à ces horreurs. Le système ottoman était si horrible que des parents aimants préféraient blesser leurs enfants de façon permanente plutôt que de les voir disparaître. Ce n'est ni une métaphore ni une exagération. Eh bien, nous disposons de preuves documentées de villages entiers s'organisant pour mutiler leurs enfants, par amour désespéré. L'incident du village de Koprasti en 1689 reste l'un des exemples les plus déchirants de désespoir parental de l'histoire. Lorsque la nouvelle de l'arrivée des collecteurs ottomans dans le mois arriva, les anciens du village prirent une décision impensable. Pendant 3 nuits, des parents mutilèrent systématiquement leurs enfants par divers moyens. À l'arrivée des autorités ottomanes, 89 des 92 garçons admissibles du village étaient trop abîmés pour être récupérés. La confession documentée du père Dmitri, conservée dans les archives du monastère de Rélé, offre un aperçu du choix impossible de ses parents. En 1654, il préféra rendre partiellement aveugle son fils de 8 ans, Georgi, plutôt que de le voir enlever. Sa confession écrite dit « J'ai fait du mal à mon beau garçon pour le sauver d'un sort pire. Ces cris me hantent, mais je prie Dieu de pardonner ce que l'amour a rendu nécessaire. Mieux vaut que mon fils vive avec un handicap que de mourir au service des Turcs. » Les archives ottomanes se plaignaient de plus en plus des biens endommagés, les communautés élaborant des stratégies systématiques pour rendre leurs enfants indésirables. Un rapport de 1697 en provenance de Bosnie note, les chiens chrétiens ont appris à marquer leurs enfants comme du bétail malade. Village après village, on trouve des garçons souffrant de handicaps qui semblent étrangement courants. Les habitants parlent d'accidents, mais les schémas suggèrent une action coordonnée. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les communautés ont développé des stratégies sophistiquées pour créer des handicaps qui sauveraient des vies tout en minimisant les dommages permanents. Des blessures contrôlées qui guériraient mal, mais pas fatales. Des affections temporaires qui semblaient permanentes. Des tromperies élaborées impliquant de faux handicaps. Les parents sont devenus experts en dommages non mortels pour protéger leurs enfants. Le traumatisme psychologique de ces décisions a hanté des familles pendant des générations.
Imaginez contempler le visage parfait de votre enfant et savoir que vous aviez des heures pour le remodeler. Les parents qui ne pouvaient se résoudre à faire du mal à leurs enfants suppliaient souvent leurs voisins de le faire à leur place. La chanson populaire bulgare, Les larmes de la mère, raconte l'histoire d'une femme qui a sauvé son fils handicapé en lui chantant des berceuses pour apaiser sa terreur. Des vestiges archéologiques corroborent ces récits. Des restes squelettiques provenant de villages chrétiens de la période ottomane présentent des schémas inhabituels de blessures infantiles. Trop nombreux pour être une coïncidence, trop similaires pour être aléatoires. Des fractures cicatrisées sur des os spécifiques. Des traumatismes faciaux correspondant à des schémas délibérés. Des doigts manquants suggèrent un retrait intentionnel. Ces ossements témoignent de l'amour parental exprimé par des préjudices calculés. La réaction ottomane aux interventions parentales fut, comme on pouvait s'y attendre, cruelle. Lorsque les collecteurs rencontraient des villages comptant trop d'enfants handicapés, ils les emmenaient parfois malgré tout en guise de punition. Lors de l'incident de 1702 en Serbie, des fonctionnaires ont recueilli 23 garçons souffrant de divers handicaps, déclarant que les biens endommagés serviraient d'exemple à ceux qui envisageraient de frauder le sultan. Certaines interventions étaient plus extrêmes que d'autres. Dans des communautés désespérées, les parents ont incité des handicaps permanents, des pertes auditives ou des malformations visibles. Le calcul était brutal mais clair. Un enfant handicapé vivant valait mieux qu'un enfant entier, mort ou réduit en esclavage. Les textes médicaux de l'époque décrivaient le traitement des enfants pour des blessures qui ne pouvaient avoir été infligées délibérément que par un proche. L'impact économique d'un handicap généralisé a façonné des régions entières. Les villages connus pour leurs accidents étaient confrontés à des impôts plus élevés et à des collectes plus fréquentes. Cela a créé une situation économique désastreuse, où les communautés devaient trouver un équilibre entre le nombre d'enfants qu'elles pouvaient se permettre d'handicaper et celui qu'elles pouvaient se permettre de perdre. Certains villages ont désigné des familles pour sacrifier leurs enfants afin que d'autres puissent prétendre à une invalidité. Voici un détail véritablement troublant. Les autorités ottomanes ont finalement créé des protocoles d'inspection pour distinguer les handicaps réels des blessures intentionnelles. Le manuel de 1718 comprend des descriptions détaillées sur la manière d'identifier les blessures infligées délibérément. Ils ont littéralement créé une science médico-légale permettant de détecter l'amour parental exprimé par des blessures. Les autorités religieuses ont été confrontées à d'impossibles dilemmes moraux. On a demandé aux prêtres orthodoxes de bénir les enfants avant leur infirmité afin de prier pour les parents sur le point de faire du mal à leur bébé. Certains ont refusé et ont assisté à l'enlèvement des enfants de leur congrégation. D'autres ont participé, élaborant des justifications théologiques pour faire du mal aux enfants afin de sauver leur âme. Les débats théologiques de cette période explorent l'éthique du mal nécessaire dans des circonstances impossibles. Les effets psychologiques à long terme sur les enfants volontairement handicapés étaient complexes. Nombre d'entre eux ont grandi en considérant leur handicap comme un acte d'amour. D'autres ont ressenti du ressentiment face à leurs limitations, surtout avec le déclin du pouvoir ottoman et la disparition du danger. Le traumatisme générationnel s'est transmis des parents, qui ont infligé des préjudices aux enfants qui les ont subis, aux petits-enfants, qui ont hérité des séquelles psychologiques. L'analyse statistique des actes de naissance révèle des tendances suspectes dans les régions confrontées à une collecte imminente. Les taux de natalité des garçons ont mystérieusement chuté, tandis que les taux de mortinatalité signalés ont grimpé en flèche. Les parents faisaient-ils des choix encore plus désespérés? Les sages-femmes étaient-elles complices de la protection des nouveau-nés par la tromperie? Les chiffres suggèrent des efforts systématiques pour cacher ou protéger les enfants de sexe masculin d'un futur enlèvement. Des réseaux professionnels ont émergé dans certaines régions pour aider les parents. Ces spécialistes comprenaient comment créer des handicaps survivables, comment faire paraître permanentes des affections temporaires, comment minimiser les dommages à long terme tout en maximisant la protection. Les parents payaient ces experts pour mutiler professionnellement leurs enfants, car les tentatives d'amateurs risquaient d'échouer ou de se révéler fatales. À la fin de la période ottomane, on estimait qu'un enfant chrétien sur 4 dans les zones de collecte souffrait d'un handicap délibéré. Des générations entières ont grandi marquées par l'amour désespéré de leurs parents. Les villages étaient peuplés de ceux qui portaient les cicatrices du salut.
Les personnes légères, boiteuses, malvoyantes, défigurées, tous témoignent de ce que les parents faisaient pour sauver leurs enfants d'un sort pire. Ces pratiques n'étaient pas anciennes et perdues dans le temps. Elles ont perduré jusqu'à une époque récente, choquante, dans la mémoire des gens encore vivants aujourd'hui. Vous souvenez-vous de Marco Dimitrov, 7 ans, de notre golem 3 d'ouverture, rangée 17 du grand livre ottoman. Les archives historiques montrent qu'il fut rebaptisé Issef, qu'il survécut au système d'entraînement brutal qui coûta la vie à des milliers d'autres garçons de sa cohorte et passa 40 ans au service du palais avant de mourir sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa famille. Son histoire, multipliée par 500 000, représente le véritable héritage de l'Empire ottoman. Il ne s'agit pas des merveilles architecturales ou des conquêtes militaires que l'on apprend à l'école, mais d'un système d'exploitation industrialisé du VIe siècle fonctionnant avec l'efficacité d'un tableur. Les bureaucrates qui cataloguaient les enfants chrétiens pour les recueillir, les fonctionnaires qui supervisaient des centres de formation au taux de mortalité catastrophique, les commerçants qui différenciaient les prix des êtres humains selon leur origine et leurs attributs, Makat. Ils ont tous contribué au réseau d'exploitation le plus systématique de l'histoire. Ces registres reliés en cuir existent toujours dans les archives d'Istanbul. À chaque entrée, un enfant enlevé, une vie transformée, une famille brisée. L'Empire ottoman ne s'est pas contenté de pratiquer l'esclavage. Il a perfectionné l'exploitation humaine en politique d'État. Cette histoire révèle des vérités dérangeantes sur la nature humaine et le mal institutionnel. L'Empire ottoman n'était pas particulièrement monstrueux. Il a simplement documenté ses atrocités mieux que quiconque. Lorsque le pouvoir s'exerce sans rendre de compte, lorsque certains êtres humains sont considérés comme des biens, lorsque la supériorité religieuse ou culturelle justifie l'exploitation, ces horreurs deviennent inévitables. La traite des êtres humains modernes, qui réduit en esclavage environ 40 millions de personnes dans le monde, suit des schémas établis il y a des siècles. 9. Même déshumanisation, même efficacité bureaucratique, même exploitation dissimulée derrière des institutions légitimes. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on la qualifie de criminelle. À l'époque, c'était la politique impériale. Les fonctionnaires ottomans qui tenaient ces feuilles de calcul pour la collecte des enfants rentraient probablement chez eux, embrassaient leurs enfants, sans jamais se considérer comme des monstres, mais simplement comme des administrateurs obéissant aux ordres. C'est le plus terrifiant. Leçon. Comment des gens ordinaires peuvent participer à un mal extraordinaire lorsque le système le normalise? La prochaine fois que vous vous plaindrez de la bureaucratie gouvernementale, rappelez-vous qu'elle a autrefois utilisé la même efficacité pour cataloguer les enfants à des fins d'exploitation. Quand la vie moderne vous paraît difficile, pensez que vos ancêtres ont peut-être été confrontés à des choix impossibles concernant l'avenir de leurs enfants. Nous vivons dans un monde imparfait, mais c'est un paradis comparé à l'exploitation systématique de l'Empire ottoman. Vos enfants peuvent conserver leur nom, leur identité et leur liberté. Cette dignité humaine fondamentale, que nous tenons pour acquise, a été refusée à des millions de personnes pendant plus de 600 ans. La perspective historique ne minimise pas les problèmes actuels. Elle nous rappelle le chemin parcouru par l'humanité. Si cette vidéo vous a perturbé, tant mieux. Les chapitres les plus sombres de l'histoire devraient nous perturber. Ils nous rappellent de quoi les humains sont capables lorsque le pouvoir est incontrôlé. Partagez cette vidéo pour sensibiliser le public aux vérités historiques ignorées par l'éducation traditionnelle. Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre prochaine plongée dans les horreurs cachées de l'histoire. Nous dévoilons les systèmes et les empires qui ont bâti leur pouvoir sur la souffrance humaine. Laissez un commentaire avec vos commentaires. Vous a-t-on enseigné tout cela à l'école? Quelles autres horreurs historiques ont été, selon vous, édulcorées ou occultées? Activez la cloche de notification, car YouTube ne montre pas toujours notre contenu aux abonnés. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que ceux qui oublient les horreurs de l'histoire sont condamnés à permettre leur répétition.